Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un point lecture sur les quelques lectures que j'ai réussi à faire. Donc à la fin de mes examens et au début de mes pseudo-vacances parce qu'on n'a pas encore les résultats, tout ça. Bref, j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter donc je vais commencer tout de suite. Quand j'ai passé mes derniers partiels, j'étais en train de lire Caraval donc de Stephanie Garber. Là je l'ai acheté dans les éditions Le Livre de Poche. J'ai été attirée par ce livre grâce à une de mes camarades de classe qui l'avait présenté lors d'un cours, qui m'a donné envie alors qu'avant ça ne me tentait absolument pas. Elle a réussi à me convaincre, du coup je l'ai acheté, je l'ai lu longtemps après l'avoir acheté et je suis complètement fan de cet univers. Alors en fait on va suivre l'histoire de deux sœurs, Scarlett et Donatella, qui vivent toutes les deux sous l'emprise d'un père assez dur, violent, qui les bat clairement. Lorsqu'elles font un écart, il va battre l'autre pour la punir. Enfin, ça va être des punitions très bizarres et pointées quand même pas mal sur le psychologique. Et en fait là on commence le roman avec Scarlett qui va bientôt se marier. Et son rêve à Scarlett, c'était de participer à Caraval, qui était une aventure fantastique de magie où illusion et réalité se confondent. Elle a toujours rêvé de participer à ça, malheureusement ils font plus du tout de représentation et du coup elle avait envoyé des lettres à Légende qui était du coup le créateur de Caraval sans réponse, sauf que là bizarrement une réponse, il l'invite à aller sur l'île des songes où est Caraval. Donc elle en fait part à sa sœur et elle dit clairement qu'elle veut pas trop y aller parce qu'elle va bientôt se marier et qu'il faut prendre ses responsabilités au bout d'un moment. Et en fait elle se fait enlever par sa sœur pour aller sur Caraval. Du coup les deux sœurs sont également accompagnées d'un jeune homme qui s'appelle Julian. Arrivée sur l'île, une fois que Scarlett a repris ses esprits et qu'elle est consciente qu'on l'a kidnappée pour aller à Caraval, elle se rend compte qu'on a kidnappé sa sœur. Elle arrive sur l'île avec Julian et elle se rend compte que sa sœur n'est plus ici, donc elle va devoir plus ou moins participer à Caraval pour essayer de retrouver sa sœur parce que elle est persuadée que sa sœur est partie faire le jeu sans elle, ou que sa sœur a rencontré quelqu'un, que sa sœur s'est faite kidnapper. Donc il y a plein d'hypothèses qui sont émises sur la disparition de sa sœur. Et du coup Scarlett va participer à Caraval avec Julian. C'était un livre super intéressant et très bien construit. Je l'ai carrément dévoré en moins de 24 heures pour vous dire, alors que j'avais mes partiels et qu'il fallait que je révise, je n'arrivais pas à décrocher de cette lecture. Ça vous retourne le cerveau, la conclusion est dingue, je ne veux pas la dire là pour pas vous spoiler, mais franchement lisez-le. Ça doit être un livre à lire, c'est incroyable, on vous chemine tout plein de choses. Il y a plein de connecteurs logiques, vous allez rencontrer plein d'acteurs, vous allez avoir plein de situations assez perturbantes, mystérieuses. Et puis la fin elle est juste dingue et j'ai acheté du coup Legendary qui est du coup le deuxième tome il n'y a pas si longtemps d'ailleurs et je vais le lire le plus vite possible parce que c'était trop bien. Ensuite dans une note toute différente, j'ai lu le 6e tome de Agatha Raisin, donc Bon baiser de Chypre de MC Bayton. Il faut savoir que moi j'aime les Agatha Raisin, j'aime bien l'univers qu'il y a autour, j'aime bien le personnage qu'elle dégage. Je sais qu'il y a une série télévisée qui est sortie, je ne l'ai pas du tout regardée, faudrait d'ailleurs que je le fasse pour voir, pour faire la comparaison un petit peu livre, série télévisée. Mais là, je dois vous avouer que j'ai pas du tout été conquise, vraiment pas. Dans les grands mots, en fait, Agatha va suivre James Lacey, donc son amour de toujours, à Chypre, donc où elle va essayer de le retrouver, essayer de se faire pardonner pour les événements qui se sont passés dans le tome précédent. Et donc voilà, en fait on va atterrir à Chypre et malheureusement elle va être impliquée dans un meurtre, comme d'habitude, hein, jamais là où il faut. Et James Lacey va aussi être
embarqués dans ce meurtre et du coup ils vont se retrouver avec d'autres personnes et ils vont mener une enquête. J'ai envie de dire c'est le schéma basique des Agatha Raisin, mais là je dois vous avouer que j'ai pas trop aimé parce que je trouve que c'était trop répétitif par rapport à un des tomes qu'il y avait avant où Agatha Raisin elle courait après James Lacey. Et en plus de ça, je pense que le fait que ça se passe à Chypre, je pense que ça enlève un petit truc en fait, une petite étincelle parce que son cottage avec les personnes qui l'entourent, voilà, des personnes qui sont proches d'elle, qui sont tous différents. Là on se retrouve vraiment avec des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on apprend à connaître sur le tas et ça m'a pas vraiment capté on va dire. Bon c'est le premier tome de Agatha Raisin que vraiment je n'aime pas, hein, que je me dis ah oui ok, sur 6 tomes il y en a un que j'aime pas, ça va encore. Après faut... Et Kiki Après il faut espérer que le 7ème tome soit mieux que le 8ème et tous les autres après, mais là je mets mon veto dessus parce que vraiment ça n'a pas été une très très bonne lecture. On repart au niveau de la jeunesse et j'ai lu du coup le 3ème tome des Plieurs de temps de Manon Fargeton, je ne sais pas, donc de chez Rajo, Camille à l'heure de vérité. Donc avant Camille il y a Robin, Anthony, Camille et enfin Charlie. Il faut savoir que j'ai eu un très très gros coup de cœur pour Anthony. J'ai trouvé son histoire très très belle, c'est l'image de la grosse brute à l'école qui tape tout le monde, qui harcèle tout le monde et qui au final chez lui ne se sent pas bien, n'est pas accepté, est presque battu et franchement c'était très beau comme témoignage. Cette fois-ci on rencontre Camille, donc qui fait maintenant partie des Plieurs de temps vu qu'ils ont fait, ils ont décidé Robin et Anthony de le dire à une personne et donc Camille va découvrir les 2 horloges que Anthony et Robin ont qui vont lui permettre de découvrir un nouveau pouvoir en gros. Voilà, c'est très compliqué mais en vrai quand on lit c'est très simple à comprendre et en fait Camille elle m'a aussi beaucoup touchée parce que c'est une jeune fille qui a perdu sa maman à cause d'un cancer il me semble et ça me touche parce que je connais à peu près ça et là vraiment en fait son but c'est de retrouver sa mère et quand elle va découvrir les horloges son but ce sera de calculer combien de temps elle devra rester dans l'horloge pour remonter le temps pour diagnostiquer le cancer de sa mère bien plus tôt et la sauver. Et je trouve ça tellement touchant. On commence dans les premiers chapitres avec ça et après vous allez voir que y a toute une histoire qui va se dérouler. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va pas réussir? Est-ce qu'elle va pas changer de plan et tout? Enfin vous le découvrirez. Mais je vous conseille vraiment cette série parce que ça m'a énormément touchée. Robin un petit peu moins. Voilà, c'est le genre de personne timide, qui a pas beaucoup d'amis, qui se fait persécuter, mais il est très heureux chez lui, très épanoui. Mais Anthony et Camille, c'est juste une bombe. Alors j'ai hâte parce que j'ai Charlie dans ma bibliothèque, donc j'ai hâte de lire pour savoir quelle est son histoire lui, même si on voit quelques brides parce qu'on le rencontre forcément ici, on voit que c'est une personne étrangère il me semble, il vient d'un pays anglophone donc il parle pas trop français, il a beaucoup de mimiques anglophones. On verra mais en tout cas j'ai énormément aimé celui-ci et je vous les conseille fortement. En plus ils sont pas chers, ils sont à 11,90 € donc ça vaut le coup. J'ai l'impression qu'on passe du coq à l'âne parce que chaque livre ne se ressemble absolument pas. Mais je vais vous parler de cette pépite là. Oui, je n'avais pas lu La Passe-Miroir avant ce livre aussi. C'est une honte, blablabli, blablablou. Oui, ok. Donc, là, je me suis lancée dans l'aventure. J'ai lu du coup le premier tome de La Passe-Miroir de Christelle Dabos. J'ai pris les éditions Folio parce que c'était moins cher et que je me dis si j'achète le premier tome à 18 balles et que je l'aime pas, il y aura un petit problème. Au final je l'adore mais j'adore aussi cette édition donc je vais continuer comme ça. Je pense que je vous les ai présentés
la semaine dernière dans mes cadeaux d'anniversaire, il me semble, je sais plus, mais en tout cas j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 tellement j'ai aimé. Comment vous dire, c'est tellement bien. Cette fois-ci, c'est un univers complètement différent, c'est-à-dire que on croise Ophélie, qui est une jeune fille qui adore lire, qui adore l'histoire, qui adore connaître des choses, qui a refusé plusieurs mariages et qui là se retrouve forcée d'épouser un homme du clan des pôles, d'un clan du pôle. Le pôle, c'est un endroit où il fait très froid, où tout est différent du pays de Ophélie. La hiérarchie, c'est pas la même. La disposition des maisons, c'est pas les mêmes. Il y a une sorte de magie, enfin entre gros guillemets, qui erre dans certains endroits. Et donc elle se retrouve fiancée de force, elle peut pas le refuser parce qu'elle a déjà refusé X mariage. Et du coup elle va rencontrer son fiancé Thorn, ou Thorn, je vais l'appeler Thorn parce que sinon ça va être trop compliqué à dire. Et elle va s'envoler avec lui pour aller chez lui, pour faire les fiançailles et pour qu'elle soit présentée à la famille. Dès le départ, elle n'est pas contente, le mec n'est pas content, ils sont pas contents tous les deux, ils sont clairs et nets dessus. Et elle va atterrir dans une famille assez particulière, où il y a beaucoup de secrets, où il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de manipulations. Et elle va également atterrir dans un univers complètement loufoque et complètement différent de ce qu'elle connaît. Et c'était... Voilà, je vais pas vous en dire trop parce que j'ai pas envie de rentrer trop dans l'histoire, c'est à vous de le découvrir. Mais voilà, les fiançailles sont pas acceptées de tout le monde. Tout le monde n'a pas rencontré Ophélie, donc tout le monde veut la rencontrer. Et il faut savoir que au pôle, il y a plusieurs clans qui se font un petit peu la guerre. Donc Ophélie est la pierre précieuse de Thorn et il doit absolument la protéger et ne pas la faire connaître pour pas qu'elle soit en danger. Malheureusement, Ophélie, elle comprend rien à ça et elle va en faire qu'à sa tête, elle est un petit peu têtue. J'ai trop aimé la plume de Christelle Dabos. J'adore l'univers qu'elle construit, les personnages qu'elle construit, parce que bah, Ophélie et Thorn sont complètement différents, mais ils ont des points communs. Ils vont être à l'opposé, se rapprocher, être à l'opposé. Enfin, ça va être un mouvement entre les endroits, les personnages, l'univers, tout. Je vous le recommande. J'ai été happée par cette lecture, je l'ai mangée en quelques jours. En moins de 24 heures, je crois. Il me semble aussi que lui aussi, je l'ai lu en moins de 24 heures, ou en 2 jours. Et franchement, ça vaut le détour. Et je comprends pourquoi il y a eu un tel engouement autour de la passe miroir, parce que vraiment, ça vaut le coup, les gars. Foncez-y. Donc là, j'ai pas encore commencé le tome 2 et le tome 3. Donc pas de spoil. Mais je pense que je vais les commencer assez rapidement parce que j'ai bien envie de découvrir qu'est-ce que devient Ophélie et Thorn dans tout cette masse qui s'est passée à la fin. Voilà, juste lisez-le, ça vaut le détour. Enfin, pour finir, j'ai lu le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc Cress, qui est publié chez PKJ. Cinder, je l'ai découvert il y a très longtemps. Je l'avais adoré à la première lecture, j'avais adoré cette réécriture de conte où on reprend certains éléments et on essaye de construire quelque chose de complètement différent dans un univers complètement différent. J'ai lu ensuite Scarlett et j'ai adoré Scarlett et préféré Scarlett par rapport à Cinder parce qu'il y avait un nouveau personnage, parce qu'il y avait une nouvelle trame, etc. Je viens de lire Cress et je préfère Cress à Scarlett et à Cinder parce qu'encore une fois, on a un nouveau personnage, on a une nouvelle trame, on apprend de nouvelles choses et c'est une explosion de rebondissements, d'action, d'amour, d'amitié, de personnages. Enfin, je n'arrivais pas à respirer dans cette lecture, je n'arrivais pas à respirer. J'ai l'impression que toutes mes lectures sont complètement loufoques, vous allez me prendre pour une tarée, vous allez dire mais non mais elle, quand elle lit, elle est à fond dedans. Oui, je suis à fond dedans.
Mais là, Cress, on découvre du coup cette charmante jeune fille sur la couverture qui n'est autre que Réponse. Il faut savoir que Réponse, c'est un de mes Disney préférés. Alors je sais que Réponse, c'est d'abord un conte populaire avant d'être un conte repris par Disney, mais moi j'adore le film Disney, j'adore la série Réponse, j'adore le personnage que Disney a pris et essayé de idéaliser. Et là en fait on retrouve du coup Cress qui se retrouve enfermée dans un satellite autour de la Lune, et une jeune femme qui s'appelle Cyril, il me semble, vient la voir pour prélever son sang et pour voir si elle arrive à pirater ceci ou cela. Quoi de plus commun que cette situation avec Réponse qui est enfermée dans sa tour? Rien. En plus elle a des longs cheveux et tout, donc vous allez me dire comment ils vont réussir à croiser Cress alors qu'elle est sur un satellite et que, eh bien, au moment, à la fin de Scarlett, eh bien, Cinder, Scarlett, Lou et le capitaine sont tous en fuite puisqu'ils sont tous des fugitifs et que la reine veut absolument récupérer Cinder pour la zigouiller et qu'on n'en parle plus et qu'elle puisse se marier avec le prince. Et en fait, le fait que Cress soit celle qui hack tout et qu'elle puisse contrôler tout, eh bien elle va forcément croiser la route de Cinder et compagnie et elle va peut-être les aider, on ne sait pas. Mais ce qui était super intéressant dans ce personnage-ci, c'est que vraiment elle a absolument jamais connu la civilisation et on le ressent. Parce qu'elle va croiser une personne, elle va réagir d'une certaine manière, elle va croiser une autre personne, elle va réagir d'une autre manière. Et comme on a un peu ses pensées, ben on va voir par exemple qu'elle va se poser des questions sur l'amour, sur le fait d'aimer, d'être aimé, qu'est-ce que ça fait, est-ce que c'est un jeu, est-ce que c'est pas un jeu. Et elle va d'ailleurs croiser le chemin du capitaine, qui vont rester un moment à deux. Et franchement, le duo Cress-Capitaine, c'est mon duo préféré. J'attends qu'une chose, c'est de lire la suite pour juste les voir les deux là. Je pensais que Scarlett et Lou étaient trop mignons, mais à côté de ça, eux sont tellement plus mignons, je vous assure. Donc j'ai pas du tout été déçue par ce troisième tome. Je trouve que Marissa Meyer a une écriture de dingue, un univers de dingue, il n'y a pas d'incohérence, tout est calculé, tout est bien ficelé comme il faut. On voit qu'elle a réfléchi à toute cette saga avant de la publier et avant de publier n'importe quoi. Il y a beaucoup d'éléments des deux autres précédents tomes qui se résout, sauf qu'il y en a d'autres. Enfin, il y a d'autres problèmes qui s'enclenchent de par certaines actions qui se passent dans ce livre-ci. Donc vraiment, on est dans une petite continuité où on a des réponses, mais on a aussi des questions. Et vraiment, je vous recommanderai jamais assez cette série parce que en termes de réécriture de contes, là, on est quand même sur un truc super fort parce que c'est les personnages qu'on prend, les situations qu'on prend, et en fait on change tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que c'est pas du tout le même univers. Oui, c'est Réponse, mais là elle est pas dans une tour, elle est dans un satellite. Oui, il y a Mère Gothel, sauf que là elle s'appelle Cyril ou Sibylle, je ne sais plus. Et en fait, elle a bien plus de pouvoir qu'on ne le pense. Il y a tellement d'éléments qui rappellent le conte, ça fait parfaitement écho, mais c'est dans un univers complètement différent. Et c'est ça qui fait le charme, je pense, des Chroniques lunaires. Et voilà, j'ai enfin terminé mon point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie sur certaines lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, qu'est-ce que vous en avez pensé. Ou alors si vous pensez du coup lire un de ces livres grâce à mes explications hors normes. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!